אני מודה לראש האופוזיציה, ועכשיו. Merci aux leaders de l'opposition. J'ai maintenant le grand honneur d'inviter le président des États-Unis d'Amérique, son Excellence Donald Trump, afin qu'il s'adresse à la Knesset. Merci beaucoup, merci à tous. C'est un grand honneur. Bel endroit, bel endroit. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Speaker, Mesdames et Messieurs les membres de la Knesset, et chers citoyens d'Israël, nous nous réunissons en un jour de joie et d'espoir, de foi aussi retrouvée, un jour pour évidemment remercier le Dieu Tout-Puissant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Après 2 années si difficiles, dans les ténèbres, dans la captivité, 20 courageux otages sont en train de rentrer dans leur famille pour être embrassés par eux. 20 êtres aimés rentrent chez eux, enfin, pour rentrer sur cette terre sacrée, à jamais sacrée, après 2 années de guerre et de danger. Aujourd'hui, les sirènes se taisent, les armes se taisent et le soleil se lève sur une région, sur un pays qui vivra, si Dieu le veut, en paix pour toute éternité. Ce n'est pas que la fin d'une guerre, c'est la fin de l'âge de la terreur et de la mort et le début de l'âge de la foi, de l'espérance et de Dieu. C'est le début pour Israël et pour toutes les nation, d'une région qui sera bientôt magnifique, d'une entente. Je crois que c'est l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient. Je tiens à dire merci à un homme qui a montré un grand courage, un grand patriotisme et dont le travail a permis de rendre ce jour possible. Vous savez de qui je parle, il n'y en a qu'un, le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre? Ce n'est pas facile, je peux vous le dire. Il n'est pas facile. Ce n'est pas forcément la personne la plus facile en négociation, mais c'est ça qui le rend extraordinaire. C'est ce qui le rend extraordinaire. Merci beaucoup, Bibi. Bravo pour ton travail. And let me also convey my tremendous appreciation for Merci à toutes les nations du monde arabe et musulman qui se sont réunies pour demander à Hamas de libérer les otages. Ils nous ont aidés, ils nous ont beaucoup aidés. Il y a beaucoup de gens que vous ne soupçonnez pas forcément qui nous ont aidés. Je tiens à les en remercier. C'est un triomphe énorme pour Israël et pour le monde d'avoir toutes ces nations qui travaillent ensemble en tant que partenaires de paix. Et c'est assez rare de constater cela, mais
c'est ce qui s'est passé dans ce cas. C'était un moment étonnant et extraordinaire de l'histoire. Dans des générations, nous nous souviendrons de ce moment comme celui où tout a commencé à changer et à changer dans le bon sens. Comme les États-Unis aujourd'hui, ce sera l'âge d'or d'Israël et l'âge d'or du Moyen-Orient. Cela va fonctionner ensemble. Je tiens à remercier nos grands patriotes américains pour toute l'aide qu'ils nous ont apportée pour faire avancer les choses, pour faire advenir une situation qu'on pensait impossible. On nous disait que nous perdions notre temps. On nous le disait, vous perdez votre temps. Sauf que nous avons des gens de grand talent qui travaillent avec nous et des gens qui aiment votre pays et franchement des gens qui aiment la région, qui aiment le Moyen-Orient. Je tiens à remercier mon ami Steve Witkoff. Steve, je l'ai choisi. Il n'avait jamais fait quoi que ce soit de semblable par le passé, mais je savais 2-3 choses sur lui. C'était un très bon businessman, mais j'en connais beaucoup de bons hommes d'affaires. Je savais que c'était un excellent négociateur, mais d'excellents négociateurs, j'en connais. C'est un art. Mais les gens qui sont capables de bien négocier, mais ce n'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que Steve, c'est simplement quelqu'un de formidable et que tout le monde l'aime, tout simplement. Je connais des négociateurs qui sont excellents, mais vous n'auriez pas eu la paix au Moyen-Orient. On sera en pleine Troisième Guerre mondiale avec certains de ces types. Steve, lui, tout le monde l'aime, tout le monde le respecte. Et se sent proche de... Moi, je le connais depuis de nombreuses années. להוציא גם את חבר הכנסת כסיף. להוציא את חבר הכנסת כסיף מהאולם. להוציא אותו מיד. Désolé pour ça, Monsieur le Président. C'était très efficace. Et j'en reviens à Steve. Il a été très impliqué ensuite. Nous avons eu Jared, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, il nous faut Jared, il nous faut un certain nombre de gens. Mais c'est Steve qui a commencé, seul. Je l'appelle Henry Kissinger, qui ne fait pas de fuite. Parce que Henry Kissinger, lui, il faisait des fuites. Beaucoup de fuites. Steve ne fait pas de fuite. Steve, il veut simplement parvenir à son but. Eh bien, efficacement. Et a travaillé également sur la guerre russo-ukrainienne qui ne se serait jamais produite si nous avions été à la présidence avec tous ces morts chaque semaine. Elle n'aurait jamais dû avoir lieu, cette guerre, mais enfin, elle a eu lieu et nous avons gagné les élections et j'ai hérité de cette guerre horrible qui fait rage. Et je pensais que ça allait se régler facilement. Je pensais que ce serait beaucoup plus facile que ce que nous venons de faire avec succès avec Israël et beaucoup d'autres pays. Mais ça a commencé par cette guerre et j'ai organisé une réunion entre lui et le président Poutine en me disant que ça durait 15 à 20 minutes. Steve ne connaissait rien à la Russie, il ne connaissait pas trop Poutine non plus, il ne connaissait pas trop la politique non plus. Ça l'intéressait pas tellement. Lui, ce qui l'intéressait, c'était
c'était l'immobilier, mais il avait cette qualité que je recherchais et que je ne voyais pas partout. Et donc, j'organise cette réunion avec Poutine, j'appelle, je dis, est-ce que Steve, au bout d'une demi-heure, j'appelle, je dis, Steve, c'est fini sa réunion avec... Non, il est encore à l'intérieur. Et ils sont à Moscou. Et je dis, et comment ça se passe? Mais j'en sais rien, monsieur, puisqu'ils sont encore ensemble. J'appelle une heure après. Non, mais est-ce que je peux parler à Steve? Mais non, il est encore avec le président Poutine. Il est encore avec Poutine. Mais dites donc, ça dure longtemps cette réunion, 1 heure. Et j'appelle 1 heure plus tard, il est encore avec Poutine. 3 heures plus tard, il est encore 4 heures plus tard. Il a commencé à nous annoncer qu'il allait bientôt ressortir de la réunion. Et au bout de 5 heures, il est ressorti. Et j'ai dit, mais enfin, Steve, bon sang, de quoi est-ce que tu as parlé pendant 5 heures? Et il m'a dit, bon, on a parlé de plein de choses très intéressantes. On a parlé de tout un tas de thèmes très intéressants, y compris la raison de cette réunion. Mais ça, on ne peut pas en parler pendant des heures. On peut en parler pendant quelques temps, voilà, pour savoir où on en est. Mais ça, c'est un talent, d'être capable de faire cela. La plupart des gens que j'envoyais d'abord, les Russes n'en voulaient pas, ou alors s'il y avait réunion, elle durait 5 minutes. Et c'est ce qui arrive à chaque fois avec Steve. Tout le monde l'aime, les gens l'aiment. Et ici, les gens l'aiment de l'autre côté. Et il est vraiment un excellent négociateur parce que c'est quelqu'un de bien, tout simplement. Donc, merci beaucoup à Steve. Et toute ma gratitude aussi à quelqu'un qui aime vraiment Israël, qui d'ailleurs aime tant Israël que ma fille s'est convertie. Moi, je ne savais pas que ça allait se produire, ça. Et Ivanka est ici. Et Bibi, tu le sais, je n'avais jamais prévu que ça arriverait. Tu le sais. Et tu es heureux, ils sont heureux. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont heureux. S'ils ne sont pas heureux, on aura des articles de journaux. Mais non, ils ont une relation très, très forte. Mais Jared nous a tant aidés. Il a fait quelque chose de vraiment assez extraordinaire en créant, en établissant ces accords d'Abraham avec un groupe de gens tout à fait remarquables. J'aime bien quand il dit accord d'Abraham. Abraham. J'adore. Je sais pas, c'est beaucoup plus joli. Abraham en anglais. Alors Abraham. Non, mais je veux pas. Vous croyez que je me moque, mais non, en tout cas. Voilà, une équipe extraordinaire, des gens qui ont fait un travail de qualité extraordinaire. Et puis il faut ajouter d'ailleurs un homme du nom de Marco Rubio qui lui aussi est présent. Et je fais une prédiction. Marco sera le plus grand secrétaire d'État de l'histoire, de toute l'histoire des États-Unis. Et je le dis parce que je le crois. Et lui et moi, on a eu de petites des petits différends. On s'est pas mal pris le bec. Et il était mauvais d'ailleurs, C'était assez mauvais avec moi. Mais il est toujours tellement intelligent, tellement affûté, les gens le respectent. Et puis, nous avons aussi quelqu'un qui est jeune, mais un leader incroyable.
je le savais depuis longtemps, mais il s'est avéré être encore meilleur. Suzy, vous êtes d'accord? Et c'est Pete Hegseth, qui est notre ministre de la Guerre. Avant, il était secrétaire de la Défense. Maintenant, nous disons de la guerre. Et comme vous le savez, nous avons gagné la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et puis tout le reste, toutes les autres guerres. Et puis ensuite, ils ont eu la brillante idée de changer le nom. C'était la guerre au départ. Et on a commencé à dire secrétariat à la défense, sans trop y réfléchir. Et bon, très politiquement correct. Hein. Nous avons toujours eu la première armée du monde. Maintenant, nous avons la première armée, la plus grande que nous n'ayons jamais eue, parce que nous l'avons réformée. Elle n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. On a réglé 8 guerres en 8 mois, et j'inclus maintenant d'ailleurs cette guerre. Si vous permettez, je peux l'ajouter à la liste. C'était rapide, parce que hier je disais 7, mais je crois qu'aujourd'hui je peux dire 8, parce que les otages sont chez eux. Les otages sont rentrés chez eux. C'est agréable de pouvoir dire une chose pareille. C'est la première fois que je le dis. Les otages sont rentrés à la maison. C'est un plaisir que de pouvoir prononcer cette phrase. Mais quand on règle 8 guerres en 8, moi c'est qu'on n'aime pas la guerre. Tout le monde pensait que je serais un président brutal. De fait, Hillary Clinton, je m'en souviens, pendant un débat, disait « Regardez-le, il va faire la guerre à tout le monde. » Et d'ailleurs, elle a ajouté « Il a une personnalité, cette personnalité c'est le problème. » Or, justement, ma personnalité, elle me connaissait mal, c'est que j'aime arrêter les guerres. Et ça a l'air de fonctionner. Mais ça signifie également que ce changement de nom, ce changement, disons, d'attitude, signifie que nous n'allons pas faire la guerre, mais que si nous faisons la guerre, nous la gagnerons comme on n'a jamais gagné de guerre. Et Bibi l'avait dit tout à l'heure, la paix par la force. C'est justement ça qui est important. Les États-Unis ont l'armée la plus grande, la plus extraordinaire de l'histoire du monde. Nous avons des armes, je vous le dis, dont personne n'a jamais même osé rêver. J'espère qu'on ne les utilisera jamais. Et des militaires. Et moi, j'aime les questions militaires, mais ça, je dois dire, savoir que j'ai entre les mains de telles armes, ça, je n'ai jamais aimé ça. Mais c'est vrai, nous avons ces armes extraordinaires, on en a beaucoup, et on en a donné beaucoup à Israël, d'ailleurs, franchement. Bibi n'arrêtait pas de m'appeler. Est-ce que je peux avoir cette arme, cette autre arme, ce système d'armes, des armes dont je n'avais jamais entendu parler, Bibi? Et je les ai faites. Et on les a fait venir ici. Et ce sont les meilleures armes. Mais vous les avez bien utilisées. Il faut aussi évidemment avoir des gens qui savent utiliser les armes. Et évidemment, vous avez su le faire. Et finalement, cela vous a renforcé. Et c'est cette force qui a mené à la paix. C'est cela qui mène à la paix. Donc, c'est vrai que nous faisons la fête aujourd'hui. Mais souvenons-nous de la façon dont a commencé ce cauchemar de dépravation et de mort il y a 2 ans, à la veille de la fête de Simchat Torah. Des milliers de civils israéliens innocents étaient attaqués par des terroristes
à l'occasion d'une des profanations de la vie humaine les plus horribles que le monde ait jamais vues, le pire massacre de Juifs depuis l'Holocauste. La cruauté du 7 octobre a frappé le cœur de l'humanité elle-même. Personne n'en croyait ses yeux. Les États-Unis d'Amérique ont porté ce deuil à côté de vous pour nos concitoyens aussi qui ont trouvé la mort ce jour-là de façon si terrible et pour toutes les familles dont les vies ont été à jamais transformées par les atrocités commises ce jour-là. Et pour tout le peuple d'Israël, je vous dis, sachez-le, les États-Unis étaient à vos côtés et les États-Unis n'oublieront jamais et cela ne doit jamais se reproduire. Depuis le 7 octobre et jusqu'à cette semaine, Israël était en guerre avec un fardeau à porter que seul un peuple fier et courageux est capable de porter. 2 années très difficiles. Cela fait, pour les familles, des années que vous n'avez pas connu un seul jour de véritable paix. Mais aujourd'hui, enfin, et pas seulement pour les Israéliens, mais également pour les Palestiniens et pour beaucoup d'autres, ce long et douloureux cauchemar est enfin terminé. Et à l'heure où la poussière retombe, où l'on commence à retirer les débris et les cendres, le jour se lève dans une région transformée et un avenir beaucoup plus lumineux paraît désormais être à portée de main. C'est donc un moment de grande joie et de grand espoir pour Israël et pour tout le Moyen-Orient, car dans toute la région, les forces du chaos qui ont ruiné la région pendant des décennies sont aujourd'hui isolées et vaincues. Une nouvelle coalition de nations fières et responsables est en train d'émerger et à cause de nous, les ennemis de la civilisation sont en train de battre retraite. Grâce à la bravoure et au talent incroyable des forces israéliennes, des forces armées israéliennes et de l'opération Rising Lion, regardez, on dirait une distribution de films de Hollywood. Il faut les mettre dans un film. Bravo. Bravo. Et les gens adorent travailler. Et nos équipes ont adoré travailler avec lui. Ils ont si bien travaillé ensemble. Mais beaucoup des grands terroristes, y compris des scientifiques, ont été tués. Grâce à notre campagne de juin dernier avec ces B-2, ces magnifiques avions de chasse B-2. Moi, je les trouvais beaux au départ, mais je ne savais pas qu'ils étaient aussi efficaces. D'ailleurs, on vient d'en commander 28 de plus, pour vous dire. Une petite version un peu améliorée. On en a commandé toute une fournée. D'autres avions également, d'autres avions de chasse les ont accompagnés. Des tankers très beaux, tout neufs, qui les ravitaillaient. Ces avions ravitailleurs, ils passaient des heures en vol, 37 heures. Les F-22, les F-35, les F-15, tout un tas d'avions. Dans 52, disons, stations essence furtives. C'est comme ça qu'on les a appelées, chez le général Kane, le grand général Kane, qui est avec nous aujourd'hui. Levez-vous.
En parlant avec le général Kane, j'ai dit nous avons des problèmes avec Daesh et j'étais à Washington et j'ai posé la question suivante. Combien de temps faudra-t-il pour battre Daesh? Et mes généraux de Washington ont dit 3, 4, peut-être 5 ans, monsieur. Et j'ai dit non, je ne comprends pas, on a le meilleur équipement du monde. Pourquoi? Pourquoi autant de temps? Et donc je suis allé en Irak et là j'ai rencontré un homme du nom de Kane. Et j'ai dit quel est votre prénom? On m'appelle Raisin. Raising Kane? C'est Raising Kane. Votre nom complet, ça fait longtemps que je vous cherche. C'est une plaisanterie. Donc 3, 4, 5 ans, m'avait-on dit, pour vaincre Daesh. Et j'ai posé la question. J'y suis allé sur place en avion, en pleine nuit. J'ai atterri. J'oublierai jamais ce voyage. Je suis ravi d'y être allé. Donc je le rencontre, je dis, il était avec un autre général. Ils avaient tous des têtes d'acteurs de Hollywood entre oui et les deux qui sont là-bas à ma gauche. Vous pourriez gagner beaucoup d'argent en faisant des films. Et ils se sont tellement bien entendus. C'est ça qui est remarquable. Votre armée, notre armée, Bibi, ils se sont tellement bien entendus. Mais mes généraux à Washington me disaient tout le temps nous avons les meilleurs équipements. Alors je leur dis mais pourquoi? Ils me disent donc 4 ans. Et moi je leur dis alors dans ce cas-là, Raisin, combien de temps est-ce qu'il va vous falloir pour battre Daesh? Et il m'a dit je pense qu'on peut le faire en 3 semaines. Mais vous avez de la marge. Je dis mais vous plaisantez? On m'a dit 4 ans. Et il me dit, écoutez, c'est pas à moi de vous dire ça, mais c'est à moi que vous posez la question. Ce que vous devez faire, c'est vous les frapper de l'ouest, du nord, du sud, par-dessus, par en dessous. Et je dis, mais pourquoi ils n'ont pas fait? Et ils ne voulaient pas dénigrer ses supérieurs. J'ai du mal à croire qu'ils aient pu être ses supérieurs. Il aurait dû le remplacer depuis longtemps. C'est lui qui a conduit l'opération et cette opération a été absolument impeccable. Et j'ai dit donc, en 4 semaines, vous me dites? Oui, absolument, à 100%. Il va falloir agir différemment de ce qui a été fait. Ils utilisaient une base qui était à des centaines de kilomètres, mais on a toutes ces bases portables au Moyen-Orient que les généraux voulaient pas l'utiliser parce qu'ils ne voulaient pas vexer les pays où se trouvaient ces camps portables. Alors qu'ils n'auraient même pas su ce qui se passait. Ils disaient non, ils ne voulaient pas parce qu'ils voulaient vexer personne, donc on ne les utilisait pas, mais on peut le faire. Et je dis, vous êtes sûr? Parce que je vais vous rappeler lundi, je vous rappelle, je rentre à Washington. Mais réfléchissez bien. Et il me dit, oui, je vous dis, en 4 semaines, et même avec de la marge, on peut le faire. Et j'appelle lundi, je dis, alors, c'est possible en 4 semaines? Et je dis, il me dit oui, je dis oui, fais-le. Et il l'a fait en 4 semaines, et même en moins de 4 semaines. Donc, général, levez-vous. Relevez-vous. Ça, c'est un vrai général. Ça, c'est pas un général de plateau télévisé. Il n'aime pas passer à la télé. Il a horreur de passer sur les plateaux télé. Les autres adorent ça. Ils adorent être devant la caméra. Donc, 14 bombes lancées sur l'Iran, sur les infrastructures nucléaires qui ont été complètement détruites. Ça a été confirmé et chacun le comprend. Aujourd'hui, nous avons arrêté le grand parrain du terrorisme international. On l'a empêché d'obtenir des armes dangereuses. Et réfléchissez, si on ne l'avait pas fait, et en supposant que nous ayons fait le même accord qu'aujourd'hui, il y aurait un nuage noir au-dessus de cet accord. Et puis d'ailleurs, ce ne serait même pas fait parce que les autres nations arabes et musulmanes ne seraient pas dans une position confortable pour faire cet accord. Si l'Iran avait cette arme nucléaire et ils étaient à 2 mois de l'avoir, en 2 mois, peut-être moins de 2 mois, ils l'auraient eu. Ils étaient vraiment tout près. C'était vraiment in extremis. Donc 22 ans regardez, qu'ils étudiaient la question. 3 fois par an, on faisait des exercices justement pour répéter cette attaque. Et c'est vrai qu'ils ont fait un travail incroyable. Mais en supposant que non, en supposant que ça ait échoué, et que donc il y a eu ces armes nucléaires entre les mains de l'Iran, nous ne pourrions pas être ici aujourd'hui, même si nous n'avions signé
l'accord, mais en fait, on n'aurait même pas pu avoir l'accord parce que la plupart des pays n'auraient pas voulu entendre parler. Nous avons ôté un nuage noir qui pesait vraiment sur le Moyen-Orient et Israël. Et j'ai eu l'honneur d'aider. Mais c'est vrai quand même, si on réfléchit bien, réfléchissez par exemple, imaginez, Bibi, imaginez les mêmes documents, mais quelqu'un qui, de l'opinion générale, était tout puissant au Moyen-Orient. Ils ont quand même pris un coup énorme, n'est-ce pas? Un coup énorme. C'est venu d'un côté, de l'autre. Et vous savez ce qui serait remarquable si on était capable de faire un accord de paix avec eux. Vous ne seriez pas heureux si on était capable de faire ça? Ce serait pas une bonne chose parce que moi je pense qu'ils le veulent et je crois qu'ils sont fatigués. On me parle d'un nouveau programme nucléaire et moi je dis, je n'y crois pas une seconde. Ils veulent survivre. Ils vont pas commencer à aller refaire des trous dans des montagnes qui viennent d'être explosées. C'est sûrement pas le cas. Ce qu'ils veulent, c'est survivre. Mais je crois qu'on a la possibilité. Steve, Jared, je crois que je vais vous rappeler pour une autre grande campagne. On a toujours besoin de campagne. On fait intervenir Jared, Steve, Pete, Marco. Et je pense que vous seriez capable de décrocher un tel accord. Mais d'abord, il faut se charger de la Russie, Steve. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien qu'on mette un peu toute notre énergie dans cette affaire russe. Et on va y arriver. Au Liban, le poignard du Hezbollah qui était contre le coude d'Israël, il a été si longtemps, a été très déstabilisé. Les choses du point de vue militaire se passent très bien. Ce sont de bons développements. Et puis le cessez-le-feu de cette semaine, eh bien, nous avons réussi la grande percée, la plus difficile. Moi, j'ai jamais rien vu de pareil. Pourtant, j'ai été impliqué dans de grandes actions couronnées de succès, mais j'ai jamais rien vu de semblable à ce qui est en train de se passer partout dans le monde. Les gens dansent, pas seulement en Israël. Les gens dansent dans les rues de pays qui n'auraient jamais dansé dans la rue, vu ce qui se passe aujourd'hui, et pourtant ils le font. Ils dansent dans les rues. Et donc, cette guerre longue et difficile vient de prendre fin. Certains disent 3000 ans, certains disent 500 ans. Je ne sais pas quel est le bon chiffre, mais en tout cas, c'est vraiment une très ancienne guerre. Et la réussite, c'est que toute la région a endossé le plan. Et l'idée, c'est que le Gaza sera entièrement démilitarisé, que le Hamas sera désarmé et que la sécurité d'Israël ne sera plus jamais et en aucune façon menacée. Et donc Israël, avec notre aide, a gagné tout ce qui pouvait être gagné par la force des armes. Vous avez gagné. Et maintenant, il faut traduire ces victoires contre les terroristes sur le champ de bataille en quelque chose d'encore plus important, paix et prospérité pour la région du Moyen-Orient. Il est temps que vous puissiez tirer les fruits de votre labeur. L'opposition, regarde l'opposition, il est très sympathique, l'opposition, il est très, mais Bibi, enfin, il est très sympathique, ce leader de l'opposition. Il sait ce qu'il fait, non? Très sympathique. Bon, bien sûr, maintenant, Bibi, tu peux être un peu plus sympa parce que tu n'es plus en guerre, Bibi.
Ce n'est qu'en se saisissant des opportunités que présente ce moment que nous pourrons atteindre notre but, à savoir que ces heures ne se répètent jamais, les heures de ces dernières années. Il y a 8 ans, je suis venu dans la région. C'était mon premier voyage extraordinaire à l'étranger en tant que président des États-Unis. Et donc, ça s'est fait très tôt, à votre demande. J'ai parlé aux leaders du monde arabe et musulman qui s'étaient réunis en Arabie Saoudite, et je disais qu'il fallait créer un avenir libéré du terrorisme. Et d'ailleurs, vous m'avez un peu retardé parce que entre vos leaders de l'opposition et le discours remarquable, mais quand même très long de Bibi, vous m'avez fait perdre pas mal de temps. Et parce que moi, j'ai quand même un emploi du temps, je dois aller en Égypte. Et d'ailleurs, vous aussi, c'est pas la peine de rire parce que vous aussi, vous avez fait un discours assez long. Mais j'ai beaucoup aimé ce que vous aviez. Ça aurait pu être pire. Imaginez qu'en plus, j'ai pas aimé le contenu de votre discours. Alors là, vraiment, je ne serais pas content. Mais Ron, d'ailleurs, excellent travail. D'ailleurs. Et donc, dans très peu de temps, je vais rencontrer les nations les plus puissantes, les plus riches du monde, même si maintenant, avec les droits de douane, c'est les États-Unis qui sont le pays le plus riche du monde, comme vous pouvez l'imaginer. Mais les nations les plus puissantes, les plus riches, avec à leur tête des gens assez exceptionnels, et dans certains cas, je ne dirais pas forcément que je les soutiens, mais en tout cas, c'est des gens exceptionnels et qui nous ont aidés à rendre cette journée possible. Donc, je vais y aller, je vais arriver en retard. Ils seront peut-être même plus là à m'attendre le temps que j'arrive. Mais enfin, je vais quand même essayer. Mais ce que nous avons initié à l'époque a permis des défaites extraordinaires, les accords d'Abraham, l'accord de cette semaine et Steve, Jared, d'autres ont joué un rôle extraordinaire. La paix, c'est clair, aujourd'hui, n'est pas qu'un espoir distant. C'est quelque chose que nous pouvons concrètement construire jour après jour, nation après nation, et de façon à faire en sorte que Israël puisse jouer pleinement son rôle, déployer tout son potentiel. Vous avez un potentiel extraordinaire. Et puis que les pays de la région arrêtent de soutenir le djihadisme, l'antisémitisme, se rendent compte que tout ça n'a pas fonctionné. Toutes ces politiques n'ont fait que causer des morts. Elles n'ont pas fonctionné. Elles leur sont revenues en boomerang complètement. Ils n'avaient pas imaginé que l'effet boomerang serait aussi terrible, que ce soit ici un peu plus loin dans la région, il n'y a eu que de la misère, de la mort, et ça n'a pas affaibli Israël. Ça a fait disparaître, ça a annihilé ces forces qui étaient celles de la haine. Et puis nous avons vu des nations mettre de côté leurs différends et qui ont mis de côté leurs différends et qui, de ce fait, sont devenues des nations qui fonctionnent. Ces nations qui ont rejoint parmi les premières les accords d'Abraham. Et j'aimerais beaucoup, n'est-ce pas Jared, j'aimerais beaucoup que vous réunissiez dans le cadre de l'accord d'Abraham. Nous avons une administration, le pire président de l'histoire de notre pays et de loin. Et Barack Obama d'ailleurs n'est pas très loin dans cette liste.
Et ils n'ont rien fait, alors qu'ils avaient ce document extraordinaire des accords d'Abraham. Mais maintenant, vous allez pouvoir remplir les lignes. Vous avez la paix, vous avez des gens qui aiment Israël et qui aiment beaucoup plus Israël qu'il n'y a serait-ce que 5 semaines. Vous êtes revenus de loin et fort parce que ça commence à être assez violent dans le monde. Et finalement, c'est toujours le monde qui gagne. On ne peut pas battre le monde entier. Et je le disais à Bibi. Et Bibi comprenait parfaitement, mieux que quiconque. Je dis, il est temps d'avancer parce que vous savez, la guerre, c'est un prix énorme. Et je disais, mais regardez ce petit pays, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit. Vous prenez une marque, une carte du Moyen-Orient et vous avez ce petit point qu'est Israël et regardez ce que vous avez réussi à faire. C'est extraordinaire. Mais le monde aime de nouveau Israël. Et je lui ai dit, vous savez, le monde c'est grand, le monde c'est fort. Et Ron, en fin de compte, c'est toujours le monde qui gagne. Et là, on n'a pas à s'en inquiéter aujourd'hui, mais ces derniers mois, il y a eu une période où le monde voulait la paix et Israël voulait la paix, tout le monde voulait la paix. Et quelle victoire ça a été. Si vous aviez continué 3-4 ans de plus comme ça avec tous ces combats, ça devenait difficile, ça devenait chaud. Or, là, le timing est excellent et je dis à Bibi, tu sais, on se souviendra de toi pour ça, pas du tout pour ces combats, pour ces bombardements. S'il y avait que ça, ce serait pas la même chose. Et donc, je tiens à te féliciter d'avoir eu le courage de dire ça suffit, on a gagné. Et maintenant, vivons nos vies, reconstruisons Israël, rendons-le plus fort, plus beau et meilleur qu'il n'a jamais été. Ça demande du cran. Et le choix pour les Palestiniens n'aurait pas pu être plus clair. C'est leur possibilité de dire adieu à leur passé de violence et de terrorisme, d'exiler les forces de la haine qui sont à leur milieu. Et je crois que ça va se produire. Ces derniers mois, il y a eu des gens qui ont vraiment souhaité avancer dans ce sens. Et après tant de douleurs, de souffrances, de morts, le temps est venu d'aider, de soutenir leur population plutôt que de lutter contre, que de vouloir faire du mal au peuple israélien. Et il faut retrouver dignité, stabilité, développement économique à Gaza pour que les habitants de Gaza aient ces meilleures vies que méritent vraiment leurs enfants après ces décennies d'horreur. Moi, je pense et je compte être un partenaire dans ces efforts, au sens où nous allons aider et nous allons faire quelque chose qui va être adoré. Tout le monde a envie d'y participer et c'est ce que j'appelle le Board of Peace. Un comité de la paix ou un conseil de la paix. Le seul point de vue négatif de mon point de vue, c'est que toutes les nations impliquées m'ont demandé d'en être le président. Et je vais vous dire, je suis très occupé, je ne l'aurais pas dit. Mais si nous le faisons, nous ferons les choses bien. Et nous avons beaucoup de puissance, beaucoup d'argent, parce qu'il faudra de l'argent pour reconstruire les choses. Et ils ont de l'argent comme peu d'autres au monde en ont. Donc merci aux pays arabes et musulmans pour leur engagement à l'égard de la reconstruction de Gaza. Ils ont beaucoup de pays arabes très riches qui ont dit nous allons fournir des sommes d'argent très importantes pour reconstruire Gaza. Et je pense que ça va se faire. Les gens veulent de la dignité, les gens veulent avancer, les gens veulent se développer. Il faut dire qui ils sont parce que ce qu'ils font, ça va être quelque chose qui va beaucoup vous impressionner, Bibi. Et vous en avez besoin. Vous avez besoin de cette puissance économique qu'ils ont. Et ils veulent que ça fonctionne. Ils veulent la sécurité. Ils veulent que ça soit bon aussi pour Israël.
Et les sommes seront importantes, c'est sûr, très importantes. Et n'empêche que pour ces pays, c'est assez peu. C'est assez peu en comparaison de leur richesse. C'est beaucoup d'argent, des sommes d'argent que la plupart des gens ne sont même pas capables d'imaginer, mais pour ces pays, ça n'est pas tant que cela. Surtout que ça permet le succès et la stabilité du Moyen-Orient, qui est ce qu'ils espèrent. Donc beaucoup seront avec nous dans quelques temps, dans quelques heures en Égypte. Je ne suis pas sûr, peut-être qu'ils sont partis, peut-être qu'ils ont repris leur Boeing 747 et qu'ils se sont partis. J'ai dit, vous avez quoi comme avion? 747, et j'ai dit, c'est un gros avion, ça. Alors peut-être qu'ils sont pas... Steve, est-ce que vous pensez qu'ils ont repris leur Boeing 747 tout neuf et qu'ils sont partis? Bon, je ne sais pas, on va le découvrir. Hein, ça va faire parler les journalistes. Il restera 2 personnes et ce seront les 2 pays les plus pauvres. Mais ce sera le groupe de pays le plus puissant et le plus riche qu'on puisse imaginer. Ce groupe qu'on a convoqué, qu'on a rassemblé, qui nous attend, sera le groupe le plus riche de pays qu'on ait jamais vu. Et c'est un groupe de pays qui ne veulent que le bien, qui vont faire le bien. Et avec ces engagements, je vais dire au monde qui fait les choses, parce qu'il faut quand même le dire. Et certains ne veulent peut-être pas qu'on le dise, mais ils méritent qu'on le dise. Les nations productives et responsables du monde ne doivent pas être les ennemis ou les adversaires, mais les partenaires et même les amis. Nos amis. Ça va se produire ensemble. Vous lutterez contre les forces du chaos. Oui, allez-y. Parce que vous pouvez résister aux forces du chaos qui menacent tous vos intérêts, et c'est toujours une grosse menace qui pèse, et créer opportunités, richesse, prospérité pour les peuples de la région, c'est ce qui va se produire. On verra des chiffres, on verra des succès inimaginables, parce que évidemment vous en Israël, vous avez été très ferme, vous êtes défendu, et vous n'aurez plus à vous inquiéter de cela. Vous avez gagné, maintenant vous allez pouvoir construire et faire des choses que vous ne pensiez pas possibles. Quand vous utiliserez votre génie pour d'autres projets, ça va être un miracle, je vous le dis, un miracle du désert. Ça va être vraiment extraordinaire. Ça l'est déjà d'une certaine façon, mais ce sera merveilleux que vous puissiez passer du temps à réfléchir à d'autres choses que la guerre, la défense et l'offensive également. Et donc c'est mon espoir, c'est mon rêve qu'ensemble, les accords d'Abraham se réalisent entièrement. Ces 4 pays ont été très braves, très courageux, parce qu'ils se sont engagés très tôt. Et évidemment, ils en tirent tous les bénéfices, des bénéfices incroyables. Même dans la période qu'on a vécue, ces pays sont restés membres des accords d'Abraham. Ils ont été exceptionnels. Vous savez qui vous êtes et je tiens à vous remercier. Et ils ont dit qu'ils restaient parce que c'était une question de loyauté, mais également parce que c'était bon pour les affaires, qu'ils avaient gagné beaucoup d'argent. C'est vrai. Et j'espère que tous les pays qui hésitaient vont rejoindre l'accord très rapidement. Ça va faire changer les choses de façon tout à fait incroyable. Plutôt que de créer des forteresses, de se créer des ennemis, les nations de la région doivent créer des infrastructures, des liens commerciaux, parce qu'il faut soutenir la compétition économique avec le reste du monde. Au lieu de faire des missiles et des armes, l'argent doit aller vers la médecine, l'industrie et d'ailleurs aussi, ce qui est extrêmement à la mode en ce moment, l'intelligence artificielle. Il va falloir beaucoup d'intelligence pour rembourser les sommes qu'ils sont en train de mettre. Mais c'est ce qu'il faut faire. Et puis d'ailleurs, j'ajoute que les États-Unis, il y a un an, étaient un pays membre. Je le dis aux gens. C'est le roi de l'Arabie Saoudite qui me l'a dit le premier, les Émirats Arabes Unis me l'ont dit, le Qatar aussi, beaucoup d'autres pays l'ont dit. Il
y a 1 an et demi, les États-Unis d'Amérique étaient un pays mort, fini. Aujourd'hui, c'est le pays le plus en vue au monde. C'est le pays le plus en vue du monde. Il n'y a aucun doute à ce sujet. D'ailleurs, si vous remontez un an avant l'élection, enfin, quand il y a eu le 5 octobre, quand même, les gens commençaient à comprendre. Je pense que le 5 novembre, les gens commençaient à comprendre. Mais si vous remontez quelques années ou 2 ans en arrière, si j'avais été aux manettes. Plutôt si ça avait été Biden, je vais vous dire, personne ne lui aurait demandé de venir faire un discours parce que d'abord, il ne faisait pas de discours et quand il en faisait, c'était de très mauvais discours. Et tous les pays du Moyen-Orient, avec ce qu'on a fait, si vous voulez, cette réussite, on aurait pu l'avoir il y a longtemps, mais les gouvernements d'Obama puis de Joe Biden l'ont rendu impossible parce qu'ils détestaient absolument Israël. Les revers, c'est quand Obama a signé l'accord nucléaire avec l'Iran, désastre pour Israël, catastrophe pour tout le monde. Je me souviens que Bibi Netanyahu est venu aux États-Unis et travaillait vraiment si dur pour essayer de convaincre Obama de ne pas signer cet accord. Il a travaillé si durement à essayer d'empêcher cet accord, mais c'était comme parler à un mur. C'est ce qu'il m'a dit à l'époque, je m'en souviens. On parle à un mur. Et ils ont choisi l'Iran, tout simplement. Ils ont choisi l'Iran plutôt que d'autres bonnes nations, bons pays, notamment Israël. Et ça a été le début d'une période très triste avec Obama, avec cet accord avec l'Iran qui s'est avéré catastrophique. D'ailleurs, j'ai mis fin à cet accord. J'étais très fier de mettre fin à cet accord nucléaire avec l'Iran. Et même en Iran, avec un régime qui a fait tant de mal au Moyen-Orient, je tends la main de la paix et de la coopération. Moi, je vous dis, ils veulent un accord. Et moi, ça, c'est ce que j'aime et c'est mon talent. J'ai toujours été très fort pour les accords. Et même quand les gens disent « non, on veut pas d'accord, on veut pas d'accord », moi je vois tout de suite quand ils veulent un accord. Et je peux vous dire qu'ils veulent un accord. Et ils vont voir si on peut faire quelque chose parce que c'est fou ce qui est en train de se passer. Et ça, nous ne le supporterons plus. Ni les États-Unis, ni personne ne déteste les Iraniens. Nous n'avons rien contre les Iraniens. Nous voulons simplement la paix. On ne veut pas avoir d'épée de Damoclès sur notre tête. On ne veut pas de destruction nucléaire. Ça ne peut pas se produire. C'est impossible. Et abandonner le terrorisme, arrêter de financer leurs proxys terroristes, reconnaître le droit d'Israël à exister. Il n'y a rien d'autre qui puisse être davantage dans l'intérêt de l'Iran. Et pour l'Iran, ce n'est pas signe de faiblesse, ce n'est pas du tout de la faiblesse, mais je vais vous dire, nous sommes prêts quand vous l'êtes. Et ce sera la meilleure décision que l'Iran aura jamais prise dans son histoire. Et ça va se faire. Et ce sont des gens de bien. Je connais beaucoup d'Iraniens aux États-Unis. Ce sont des gens de bien, intelligents, et qui ne veulent pas de la situation actuelle. Quant à la réaction israélienne aux attaques terroristes, elle doit prouver au reste du monde qu'on ne s'attaque pas impunément à Israël. Le peuple israélien, Israël est fort, fier et sait se défendre. Et c'est pourquoi Israël restera toujours un allié vital des États-Unis d'Amérique. Les Israéliens partagent nos valeurs. Vous avez une des plus grandes armées au monde, c'est le cas d'ailleurs, une armée extraordinaire et bravo pour le travail.
que vous avez fait. C'est une des économies les plus innovantes au monde. Ce sont certaines des raisons qui font que je suis fier d'être votre ami, le meilleur ami d'ailleurs que vous ayez jamais eu à la Maison Blanche. Ça doit être vrai parce que vous le dites tous. Bibi, tu l'as dit aussi. Merci. En tant que président, j'ai mis fin à cet accord désastreux avec l'Iran. Et puis j'ai mis fin au programme iranien avec ces B2. Ça s'est fait rapidement, précisément. J'ai autorisé des milliards de dollars d'aide à la défense israélienne. Et après des années de promesses non tenues par les autres présidents américains, vous savez, ils faisaient tout le temps des promesses. D'ailleurs, je l'ai appris en devenant président. Il y a beaucoup de pression qui pèse sur les présidents, sur moi aussi, mais moi, je n'ai pas cédé. Mais pendant des décennies, les présidents américains disaient « nous allons le faire ». La différence, c'est que moi, je l'ai fait et j'ai déclaré que la capitale d'Israël était Jérusalem en y déplaçant notre ambassade. C'est vrai, non, Myriam? Regardez, Myriam, elle est là-bas. Lève-toi. Miriam et Sheldon venaient au bureau, ils m'appelaient. Je crois que ce sont les gens que j'ai le plus reçus à la Maison Blanche. 60 milliards en banque, ça a 60 milliards. Je crois qu'elle a dit non, c'est plus. Et elle aime Israël. Et puis, il venait, son mari est un homme très agressif, mais je l'aime beaucoup. Un grand supporter pour moi. Il disait, allez, il faut viens voir. Mais je disais, Sheldon, je suis président des États-Unis, ça ne fonctionne pas comme ça. Et il arrivait. Il débarquait. Mais ils ont eu un rôle important. D'ailleurs, ils m'ont fait réfléchir à ce que sont les hauteurs du Golan. Miriam, stand up, please. She really Levez-vous, is. I mean, Myriam. she loves this Lève-toi. country. Elle aime vraiment ce pays. She loves this country. Her and her husband are so incredible. We miss him so Elle aime ce dearly. But I pays. actually asked her, I'm Et going to puis get her in lui, trouble with this, but I il nous actually manque, asked il her nous once, I manque said, tant. so Miriam, I know you love Mais non, Israel. What do you je love lui more? disais, The United Myriam, States je or sais que tu Israel? aimes She refused to Israël. answer. That means- Qu'est-ce que tu aimes le plus, Israël ou les États-Unis? Je dis, We love you. Thank you, darling, for et elle being refusait here. de It's a great répondre. honor. Great honor. En She's tout a cas, wonderful on est woman. ravis de t'avoir avec nous. C'est une femme remarquable, remarquable. J'ai toujours soutenu les gens dans cette communauté. J'ai toujours été avec vous. D'ailleurs, je serai toujours avec vous. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer pour me faire changer d'idée. Il faudrait que ce soit quelqu'un de vraiment très très mauvais qui est arrivé au pouvoir et qui veuille faire n'importe quoi. Mais je ne pense pas que ça va. Non, j'espère en tout cas que ça n'arrivera pas. Et cet homme, c'est un homme de bien. Ces deux hommes sont des hommes de qualité, des hommes de bien, juste à mes côtés. Et j'ai une idée. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que vous ne le pardonnez pas? Pourquoi pas une amnistie?
D'ailleurs, ça n'était pas dans le discours, vous l'aurez probablement compris. Mais j'aime beaucoup ce monsieur qui est là. Et ça me paraît tellement logique, que ça nous plaise ou non. Ça a été un des plus grands chefs d'État en temps de guerre. Et je veux dire, les cigares, du champagne, je veux dire, du champagne, qui s'intéresse à ça? Bon, ça suffit pour les polémiques pour aujourd'hui, en tout cas. Non, je sais que c'est très polémique, je suis au courant. Mais vous êtes quand même très aimé de la population. Pourquoi? Et vous savez pourquoi? Parce que vous savez gagner. Ces 2 dernières années, j'ai rencontré beaucoup des membres des familles d'Israéliens otages. Et les otages eux-mêmes, c'est incroyable. J'ai regardé leurs yeux et dans ces yeux, j'ai vu les pires cauchemars de souffrance. Mais j'ai également vu autre chose. L'amour d'un peuple, l'amour qui vous donne le courage de continuer à vivre malgré les millénaires de persécution. Et cet amour qui vous a permis de vaincre les ennemis de la civilisation, de construire cet extraordinaire pays, cette incroyable économie, de forger une des grandes démocraties du monde. Et c'est pourquoi c'est un véritable honneur que d'être devant vous aujourd'hui, de m'adresser à votre assemblée dans votre ancienne et éternelle capitale, puisque c'est maintenant la capitale de Jérusalem. Cette ville et ce pays sont la preuve qu'un avenir beaucoup plus lumineux pour cette région est à notre portée. Pendant des milliers d'années, ce pays a accueilli, le Moyen-Orient a accueilli des Juifs, des chrétiens, des musulmans. C'est un des points les plus sacrés du monde. C'est le berceau des foi, des religions abrahamiques, encore un mot qui me plaît, avec des gens du monde entier qui viennent visiter ce pays. Mais ici, entre le mur occidental, le mont du Temple et le mont du Calvaire, vous avez des gens qui, ensemble, les uns à côté des autres, élèvent leurs enfants, le font avec amour. Cet exemple, c'est un des miracles modernes qu'Israël a donné au monde. Et pour conclure, les leaders présents dans cette chambre connaissent mieux que quiconque les défis qui se posaient à nous, et ça n'a pas été facile de les surmonter, mais ça a été très difficile même. Et ça a été même un miracle. Ce que vous avez accompli est un miracle. Vos chances paraissaient minces au départ. Et dans le fond, si vous réfléchissez, vous êtes plus en sécurité, plus fort et plus respecté aujourd'hui qu'à aucun autre moment de l'histoire d'Israël. Réfléchissez bien à cela. Les gens disaient c'était pas possible. Ils ne le disent plus. Si la sécurité, si la paix peuvent régner ici, dans les rues d'Israël, eh bien c'est sans doute aussi possible partout au Moyen-Orient. Dans les paroles de l'Écriture, nous sommes engagés à nous détourner du mal et à aller vers le bien. Et lorsque nous regardons les magnifiques paysages de cette région, l'espoir s'inscrit au cœur de nous tous, au cœur des enfants. Et c'est pourquoi, après tous ces millénaires de menaces, de catastrophes, les
peuple, votre peuple n'a jamais arrêté d'espérer en Dieu et le peuple américain n'a jamais perdu la foi dans la possibilité d'un avenir meilleur pour nous tous. Dès la création d'Israël moderne, nous avons été amis inséparables à travers les revers, les victoires, à travers la gloire et les souffrances. Nous avons construit des industries ensemble, fait des découvertes ensemble, lutté contre le mal ensemble, fait des guerres ensemble et peut-être ce qui est le plus important et le plus beau, c'est que nous avons fait la paix ensemble et cette semaine, nous avons réussi l'impossible et ramené les otages chez eux. Et nous allons créer un avenir qui soit digne de notre héritage, créer un héritage dont tous pourront être fiers, de nouveaux liens d'amitié, de commerce, de coopération, qui réuniront Tel Aviv, Dubaï, Haïfa, Beyrouth, Jérusalem, Damas, et qui iront d'Israël à l'Égypte, de l'Arabie saoudite au Qatar, de l'Inde au Pakistan, de l'Indonésie à l'Irak, de la Syrie au Bahreïn, de la Turquie à la Jordanie, des Émirats arabes unis à Oman, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, une autre guerre que je viens de régler. Nous allons avoir de l'espoir, l'harmonie, les opportunités, et ça se fait ici au centre géographique et spirituel du monde entier. C'est ce que vous êtes. Israël, l'Amérique et toutes les nations du Moyen-Orient seront bientôt plus sûres, plus prospères, plus grandes qu'elles ne l'ont jamais été dans leur histoire. Et je tiens une fois de plus à vous remercier tous autant que vous êtes de cet énorme honneur qui m'est fait. C'est rare qu'un président ait la possibilité de faire cela. J'aime Israël, je vous soutiens entièrement. Vous serez plus grand, meilleur, plus fort et encore plus aimant que vous ne l'avez jamais été. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et Dieu bénisse le Moyen-Orient. Merci à tous. Bonne chance. Bonne chance. Merci. Merci.